Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne avec Olivier. Un beau samedi qui pleut. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une vidéo. Et ça, là, les amis, si vous ne le savez pas, vous tombez sur la chaîne par hasard. C'est le premier vidéo que je voulais faire à l'époque quand j'ai acheté mon VTT, mon 4 roues C-Force. C'était la première vidéo qui m'est venue en tête, c'est faire... Parce que toute ma vie d'enduriste, comme j'avais fait de l'enduro pendant 75 ans, mais j'ai fait quand même de l'enduro pendant une vingtaine d'années, puis c'est toujours la question. Là, on faisait de l'enduro une fin de semaine avec des amis, puis on entendait « Ah, les gars en chaise roulante, là, puis les paresseux, les buveux de bière, puis c'est... » Ouais, j'ai entendu ça toute ma vie. Fait que là, je me suis dit, quand je vais en avoir un, c'est sûr que je vais me faire traiter de buveux de bière puis de paresseux. Fait que là, j'ai dit, il faut que je me prépare des réponses. Fait que je m'avais dit, pourquoi pas faire une vidéo sur MX versus ATV, donc pour nos amis français, le quad contre la motocross. Ben, ça m'a donné vraiment beaucoup d'idées. Puis aujourd'hui, vous allez voir, il y a même ma femme qui participe aux vidéos, qui a voulu me poser des questions avec sa voix sensuelle de Cathy. Merci beaucoup, ma belle, d'avoir participé aux vidéos. Puis, ben, je vous laisse voir. Puis, vous allez voir à la fin, il y a un débat. Puis, moi, je vais revenir avec des petits points qu'on a fait pendant la vidéo, pendant qu'elle me pose des questions. Puis, je vous dis, les questions, ils ne sont pas préparées ensemble. C'est vraiment elle qui a pris, bon, l'intelligence artificielle, mais elle a quand même eu des bonnes questions qui sont sorties de là. Je les ai pas lues à l'avance. Je voulais vraiment avoir la surprise. Vous allez voir, ça donne quand même quelque chose de drôle. Puis, je reviens beaucoup à la fin des questions. Vous allez voir, je reviens sur plein de points. Vous allez voir, c'est pas toujours facile de choisir un ou l'autre. Donc, je vous propose ça. On s'amuse encore aujourd'hui avec Olivier. Ben, restez là. On commence dès maintenant. Au niveau des coûts, lequel coûte le moins cher à entretenir? Lequel conserve le mieux sa valeur de revente? Lequel offre le meilleur rapport plaisir-prix? Parlant de plaisir, avec lequel s'amuse-t-on le plus? Lequel procure le plus d'adrénaline? Lequel procure le plus de liberté en sentier? Si vous deviez en garder un seul pour le reste de votre vie, lequel choisiriez-vous? Qui franchit un obstacle technique le plus facilement? Lequel sort d'une section debout en premier? Et lequel réussit le meilleur tour chronométré? Lequel fait le plus travailler les bras? Lequel est le plus exigeant physiquement après 1 heure? Lequel impressionne le plus les gens? Lequel fait le plus de bruit? Lequel procure le plus gros sourire? Lequel est le plus amusant pour un passager? Lequel donne le plus l'impression d'être un pilote professionnel? Si tu n'as jamais conduit, lequel devrais-tu choisir? Avec lequel apprend-on le plus rapidement? Lequel est le moins stressant pour un nouveau pilote? Lequel inspire le plus confiance dès les premières minutes? Et lequel est le meilleur pour la chasse? Au niveau de la sécurité, selon toi toujours, lequel est le plus sécuritaire pour un pilote débutant? Lequel a le plus de risques de renversement? Lequel est le plus facile à récupérer lorsqu'on perd le contrôle? Lequel inspire le plus confiance dans les terrains difficiles? Lequel est le plus physique à conduire? Lequel est le plus intimidant pour un débutant? Lequel est le plus confortable sur une longue randonnée?
Lequel fatigue le moins son conducteur? Lequel est le plus agréable à conduire toute une journée? Lequel offre le meilleur contrôle dans les descentes? Donc, au niveau de la performance et des habiletés, lequel, selon toi, est le plus rapide en accélération? Lequel grimpe les côtes les plus abruptes? Lequel traverse les terrains boueux le plus facilement? Lequel consomme le moins d'essence? Dans lequel faut-il être le meilleur pilote pour aller vite? Lequel pardonne le plus les erreurs? Il y a une question que je sais que c'est pas l'intelligence artificielle qui a posée, puis c'est bien ma femme. Laquelle tu garderais? Ça, je pense que c'est la question. Puis je pense qu'elle, c'est pour ça qu'elle aurait fait le vidéo MX versus ATV. Laquelle vas-tu garder à la fin? La réponse, je vous le scoop tout de suite. Je garde les deux. Il y a peut-être elle qui va peut-être évoluer vers d'autres choses. J'ai évolué dans le temps. Je vais vous faire une vidéo. Non, attendez. Voulez-vous avoir une vidéo sur l'enduro? Je peux vous parler de quelques trucs qu'on a fait durant mes 20 dernières années. J'ai fait un peu de compétition, j'ai fait un peu de randonnée, comme tout le monde. On s'est amusé. Je peux vous parler de ça, mais la prochaine fois. Là, aujourd'hui, le but, c'était vraiment de faire le débat entre les deux. Mais soyez rassurés, je vais toujours avoir quelque chose à deux roues. C'est trop le fun. Puis là, je ne veux pas se couper tout ce que j'ai là en ce moment, mais c'est dur de départager. Puis ça se complète tellement bien. C'est comme un hot dog avec du ketchup, ça vient ensemble. Ben, je pense que le VTT puis la moto, ça vient ensemble. Pour ce qui est des points de précision, on commence ça rapidement au niveau du physique à conduire. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous me voyez dans les vidéos, je parle souvent du confort, mais que ça brasse quand même. Je peux vous dire qu'on fait à peu près 4 fois la distance qu'on fait dans une journée en moto versus qu'est-ce qu'on peut faire là avec ça. Si on fait 100 km, je peux faire 400 km. C'est pas la même chose. Là-dessus, on est sur les pegs, donc on est en position... on se tient les bras plus haut, on tient la moto avec les jambes et on sent pratiquement rien. On a ça de pneus qui touchent à terre. On peut éviter plein d'obstacles, plein de trous roulés sur la portion qui est belle dans le sentier. Anticiper les choses, tandis que ça, c'est vraiment dur d'anticiper les bosses. Quand tu penses l'avoir évité à gauche, ben finalement, c'est à droite qu'il mange. Puis quand tu penses avoir évité l'arrière, ben c'est le devant qui l'a. Donc, c'est plus dur à anticiper les bosses avec le VTT. C'est pour cette raison que je dis que c'est plus facile, c'est moins fatigant. Par contre, pour faire une ride relax, tranquille, peinard, ben le VTT, faire un petit 80 km tranquille, qu'on roule pas vite à 20 km/h, puis on regarde les sentiers, on regarde la nature, et c'est sûr que c'est plus confortable ça. Puis aussi pour la partenaire à l'arrière, où des fois on échange le conducteur, je peux dire que les bancs en arrière du C-Force, on est super bien assis. Donc, vous comprenez un peu la nuance. C'est toujours de savoir qu'est-ce que vous faites et non, la finalité, c'est pas la machine. Il y avait un point qui est important, puis je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sont au courant que quand on descend une grande côte avec un 4 roues, ça peut être dangereux. La cloche est embrayée. Puis si un jour elle débraye, bien là, on va y aller sur les freins. Mais c'est pas tout le monde. Des fois, les gens peuvent paniquer puis avoir de la misère à descendre une côte. Tandis qu'à ça, on a une cloche, on a les freins avant, freins arrière. Au pire aller, si ça va mal, on laisse la moto étouffer, elle va arrêter, la compression va l'arrêter. Ça, on peut paniquer plus facilement avec le 4 roues. Moi, je vous le dis, j'ai déjà vu des gens tomber dans des bonnes côtes, dans des pits de sable. Ils essayaient de descendre une côte, ça a débrayé tout d'un coup, la personne a paniqué. Ça peut, tu sais, tout dépend du niveau de pilotage de la personne, n'importe quelle machine, mais à égalité, descendre une côte, c'est beaucoup moins dangereux en moto que descendre avec ça, pour quelqu'un qui est moins habitué. Donc, c'est très, très, très relatif. Au niveau du renversement, si vous renversez, OK, il y a plus de chances de renverser avec une moto parce que ça vous sort d'entre les jambes. Si vous montez trop vite dans une côte, fiou, ça peut partir. Vous envoyez des vidéos sur Internet, tout le monde regarde ça. Du hill climb aussi, du hill climb au niveau des montées abruptes avec les motos modifiées. Donc, vous voyez bien qu'est-ce qui se passe. La moto, quand elle finit par mordre le pilote, ben, il reste en arrière et la moto part. Bien, avec le VTT,
ça peut pas arriver. Donc, si vous montez une côte puis ça commence à renverser, c'est dangereux. Puis on n'est pas nécessairement capable de sortir rapidement de la machine, donc ça peut être très dangereux, surtout si on a un passager à l'arrière. Donc, moi, les côtes abruptes, je donne 100% pour la moto. Ça m'est arrivé de monter des côtes. Écoute, en enduro, on fait des côtes à pic comme ça, à pic comme ça, à pic comme ça. On monte quasiment aux arbres des fois. Là. Donc, puis il n'est jamais vraiment rien arrivé à part débouler à côté de la moto. Puis, bon, je dis pas que c'est pas dangereux, mais le poids de la machine aussi, si ça nous tombe sur le dos, ça pèse 250 livres. L'autre en pèse 1000. Vous imaginez que ça peut faire beaucoup plus bobo, ça. Donc, je voulais vraiment revenir sur... Tout dépend encore de fois du type de terrain que vous allez, le type de côte que vous montez. Si vous montez une côte à 15% dans un chemin de gravier, bon, c'est sûr que c'est pas mal moins dangereux ça que ça. Vous pouvez tomber aussi, tu sais. Fait que c'est vraiment tout le temps regarder quel type de sentier vous faites pour démystifier le renversement. Vous voyez aussi, dans la vidéo, j'ai hésité au niveau du contrôle des terrains difficiles. Un pilote expérimenté d'enduro va passer partout. C'est une chèvre de montagne. Je vous invite à aller regarder des vidéos d'Erzberg Rodeo en Europe ou des vidéos du genre. Vous allez voir, les gars, c'est des anciens gars de trial, ils sont tous des machines sur moto. Donc, je dis pas qu'on a atteint ces niveaux-là au Québec non plus. Il y en a sûrement des meilleurs que moi. Mais moi, je vous dis juste une chose, c'est qu'au niveau du contrôle en terrain difficile, c'est beaucoup plus facile avec quelqu'un parce qu'on a une clutch, on a vraiment un embrayage. Donc, on peut jouer avec ça pour la traction, pour reprendre le rythme, pour décélérer, pour faire glisser la roue. Ça, c'est automatique. Il y a une cloche qui est embrayée. On a le pouvoir continu. Il faut le travailler différemment. Il faut le travailler plus en mode travail, ça le dit. C'est-à-dire quoi? Garder la clutch avec une bonne pression, la laisser monter, travailler. Moi, je vous le dis honnêtement, c'est plus... Je ne sais pas si c'est l'effet que c'est nouveau pour moi ou que je suis trop habitué sur une motocross, mais je vous le dis, c'est plus facile à manœuvrer dans des terrains difficiles. Un coup habitué, une moto, c'est plus simple, je veux dire, que ça. Donc, ça dépend toujours de la vitesse qu'on va et du terrain. Le coût d'entretien. Je pense que c'est une question vraiment importante à se poser. Qu'est-ce qui va coûter moins cher que l'autre? Encore là, si vous êtes un promeneur du dimanche, vous avez un double usage, un enduro, vous faites du sentier fédéré de 4 roues et vous êtes là-dedans toutes les fins de semaine, ça ne coûtera pas cher à entretenir. Mais quand tu atteins un petit niveau un peu de performance, il y a des pneus de performance, des pneus de gommi qu'on appelle avec des meilleures adhérences. Il faut changer ça rapidement. Les changements d'huile viennent plus rapidement. On pousse la machine à fond. On peut briser parce qu'on est en mode performance. Donc, on va renverser la machine. Ça m'est arrivé. Je vous montrerai les bobos de l'autre côté si vous voulez avoir une vidéo. Mais vous allez voir, il y a tellement de possibilités de briser avec un enduro versus ça. Ça, on est vraiment sur la fiabilité pure de la machine. On ne peut pas renverser la machine. Si on la renverse, ça coûte beaucoup cher. Mais la machine est supposée être assez fiable. C'est ça qu'on fait ensemble sur la chaîne. On teste le CA-Force à ses limites. On le teste durant longtemps pour voir si c'est vraiment fiable. À date, il m'a coûté 0$ à part des changements d'huile et mettre de l'essence. Vous allez me dire, Olivier, tu l'as eu cette année. Oui, mais un 4 roues en bout de ligne va coûter pas mal moins cher si vous faites juste travailler ou travailler autour, faites un peu de randonnée. Beaucoup moins cher qu'une machine de performance comme un KTM 250 qu'il y a là. Mais ça dépend encore de ce que vous faites avec la machine. Mais ça s'équivaut dépendamment de ce que vous faites. Puis c'est aussi la même chose pour la valeur de revente. Écoutez, j'ai vu des Honda, j'ai regardé l'autre jour des 3 roues, des ATX 250 Honda qui se vendent encore 16 000, 20 000 $, c'est complètement fou. Mais je pense pas qu'on va réussir à avoir ces prix-là dans 20 ans pour ces 4 roues-là. Mais un 4 roues usagé 2015 vaut encore 8-9 000, donc qui a coûté peut-être ça à l'époque. Vous allez dire c'est l'inflation qui a rattrapé le prix plus que d'autres choses. On rentrera pas dans le domaine financier, mais c'est quand même quelque chose à tenir en compte. Une moto bien entretenue peut se vendre aussi bien. La plupart des enduros ont été quand même brassés pas mal, ont été en mode compétition où les gens se prennent pour des Graham Jarvis puis ils renversent le moto dans le bois toutes les fins de semaine. Ça peut être quand même quelque chose à regarder aussi. Mais la plupart du temps, fiez-vous pas au plastique. Hein. Ça, je ferai une vidéo spéciale pour ça, pour les guides d'achat. Je vais vous faire ça bientôt, un guide d'achat pour un enduro. J'ai appris quand même dans le temps, j'en ai acheté quelques-unes, puis on voit, des fois, les gens, ils arrivent chez un vendeur, puis « wow, ils ont changé le kit de plastique, il est beau le Bessic, wow, les pneus, il y a du WD-40 partout sur le Bessic, il shine. » Ça veut dire que le gars l'a entretenu.
je vais vous dire non. Puis je vais vous garder le punch pour la prochaine fois, mais c'est pas ça qu'il faut regarder en premier, les amis. Les plastiques peuvent être défaits à mort, c'est pas grave. Si le gars a pris soin de sa machine, vous allez le voir, puis je vous donnerai tous les trucs d'achat lors de prochaines vidéos. Si ça vous intéresse, encore une fois, je veux le voir en commentaire. Je veux voir si ça vous avez de l'intérêt pour l'enduro. Donc, au niveau des coûts d'entretien, ça dépend encore de ce que vous faites avec la machine. Puis valeur de revente, même chose. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce que vous faites, comment vous allez brasser votre machine, comment vous allez entretenir votre machine qui va faire le rapport qualité-prix vers la fin de la vente ou si vous voulez changer de véhicule. Une des raisons pourquoi j'ai acheté le C-Force, bon, je roulais moins, je vieillis, j'ai des petits bobos, plus trop le temps de partir toutes les fins de semaine non plus, parce que quand on part en compétition, on part toute une fin de semaine, on part le vendredi, on pack le stock, on est prêt, on s'en va compétitionner, on revient le dimanche, on est essoufflé, on revient, on débarque les BC, on en a jusqu'au mercredi pour laver ça, préparer ça, faire de la mécanique, et repartir. J'ai fait ça pendant 15 ans. J'étais fatigué, je vous le dis. J'avais besoin de prendre un petit break de tout ça, reprendre le temps de vivre et cette machine-là me permet de faire ça. Donc, pourquoi je l'ai acheté? La paix d'esprit. On part la fin de semaine en famille. Mon fils est au chalet, il reste le matin. Je pars avec ma femme, on fait une balade de 80 km. On va voir des lacs, des montagnes, des rivières. On regarde des oiseaux. On arrive face à face avec des orignaux. C'est pas le même trip, là. On est silencieux, on est sneaky dans le bois, on se promène tranquillement. Je reviens à midi, on prend une sandwich, on regarde la montagne. Je repars avec mon fils, je refais un autre 50 km, on vient au chalet. Wow, les deux, on est fatigués, on a notre belle petite journée dans le corps, c'est le fun. J'ai été une belle petite journée père-fils, comme j'appelle. C'est pas le même trip que partir moi-même en égoïste. J'aime ça, je veux pas dire ça comme ça, mais partir moi triper tout seul. Oui, j'ai pas mal eu de l'adrénaline, pas mal plus là-dessus, je vous le confirme. Mais quand tu as la chance d'avoir les deux, la petite dose d'adrénaline, quand tu es capable de l'avoir, tu vas la chercher avec ça. Puis la petite tranquillité, ben tu vas la chercher avec ça. Puis c'est pas parce que c'est tranquille. Un 1000, ça se démène, vous êtes capable de vous énerver en masse avec ça. Mais quand je suis avec ma famille, on va tranquillement, puis on fait les règles de l'art. Mais à date, j'ai eu quand même du plaisir pour ceux qui veulent voir sur la chaîne. Vous en êtes témoins. Le but du vidéo, c'était pas de me penser bon puis de dire hey, wow, je suis meilleur en enduro que vous autres ou je suis meilleur en 4 roues que vous autres. Le but, c'était vraiment pour aider au guide d'achat. Des fois, on hésite beaucoup. Hein? Des fois, c'est votre première machine, vous dites mon Dieu, qu'est-ce que je devrais acheter? J'aime les deux, j'aime la moto, j'aime le 4 roues. Si vous êtes un fan de moto, achetez-vous une moto. Il n'y a rien qui va battre le feeling d'être sur une moto. Ça, je vous le garantis. Vous allez vous penser pour Travis Pastrana avec Nitro Circus, surtout avec un 2 temps. Si vous avez la chance de mettre un main sur un 2 temps. Démystifions aussi les 2 temps. Je vais vous en parler dans une autre vidéo si vous voulez encore. Vous êtes tannant avec ça, mais j'aimerais ça que ça vienne de vous autres, que vous me disiez Oli, parle-nous d'enduro. Je veux entendre parler de ça aussi. Puis, je vous le dis, du contenu d'enduro, il n'y en a pas beaucoup au Québec. Pourtant, c'est un milieu qui est en effervescence. Il y a de plus en plus de monde qui le pratique. Donc, c'est ça. Fait que pour moi, le parallèle que je pourrais faire, le plus commun pour dire qu'est-ce qu'on a entre les deux, je vous le ferai avec le snowboard puis le ski. Vous allez dire ce que tu vois avec tes skis. Ben, c'est pas mal plus facile de commencer à faire du snowboard. Vous allez dire, ben non, Olivier, j'ai commencé ça, je suis tombé partout, tout ça. Oui, la courbe d'apprentissage est beaucoup plus rapide. En combien de temps vous avez réussi à être pas pire en snowboard? Ça vous a pris peut-être 4-5 plonges, 2-3 sorties, puis vous étiez capable de descendre des pentes, puis aller pas mal partout ce que vous vouliez sur la montagne. Fait que le niveau, d'arriver rapidement à un niveau qui est acceptable, c'est beaucoup plus facile avec une machine comme le C-Force. Mais si votre but, c'est de devenir un scalpel des pentes, puis devenir une machine, puis descendre les pentes, puis faire les Olympiques en ski, bien, ça va vous prendre plusieurs années de perfection et beaucoup de cours, puis ça va vous prendre beaucoup d'équipements, des bons skis, du coaching. Donc, la courbe d'apprentissage est beaucoup plus longue et avec le snowboard, elle est un peu plus courte. Donc, mais devenir bon en snow, ça prend quand même du temps. Bon, je vous mélange tout avec mes skis puis mes snowboards, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le fond, la courbe d'apprentissage avec ça, c'est beaucoup plus rassurant. Il y a 4 roues, on n'a pas d'équilibre à prendre. On est capable de partir une après-midi de temps. On le met avec des enfants de 16 ans. Bien sûr, on respecte les règles sur les machines. Et on met ça sur le mode low, on met ça en mode work, on est en arrière, on est à 25-30 km/h, il ne peut pas arriver grand-chose, on met ça tranquillement, pas vite. Et la courbe d'apprentissage est quand même plus rapide avec ça, puis donner une première base à ça. Moi, ce que je conseille, c'est de commencer peut-être, si vous avez peur, ça vous fait peur une machine, c'est intimidant. Je me rappelle, il y a
35 ans, 40 ans, j'ai commencé avec des petites motos, puis il m'est arrivé des plonges, on s'est toutes fait mal. Et je peux vous le dire, j'ai peut-être été chanceux, mais en 20 ans avec ça, après avoir tombé quelques fois quand j'étais jeune, il m'est jamais vraiment arrivé de grosses blessures. Mais j'ai peut-être été chanceux, ça vous allez dire peut-être. Mais c'est beaucoup plus simple, donc courbe d'apprentissage plus rapide, plus rassurant. Si vous tripez moto, allez-y à fond. Vous avez vu, je suis encore mitigé dans mes propos. Je suis pas capable d'être polarisé d'un bord ou l'autre. J'aime tout, je touche à tout. Donc, c'est dur pour moi de dire, hey, lui, touchez pas à ça, c'est de la merde, c'est un 4 roues. Touchez pas à ça, c'est trop dangereux. Non, c'est vraiment une question de... Je pense qu'on a une vie à vivre, il faut la vivre à fond. Si vous tripez sur quelque chose, une passion, vivez-la à fond. Pour moi, c'était la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'ai pas tranché le débat comme j'avais prévu, point final dans le titre de la vidéo, mais quand même, on a eu du fun encore une fois. Puis ben, il y en a qui mouillent puis qu'on peut pas pratiquer nos sports extérieurs. Ben moi, je m'amuse à faire des vidéos, puis j'ai bien hâte de voir vos commentaires. Puis oubliez pas, si vous voulez de l'enduro, mettez-les dans les commentaires. Puis abonnez-vous aussi, mettez les petits pouces puis abonnez-vous. J'ai rencontré quelques personnes qui m'ont reconnu. Ça commence à être drôle, ça fait vraiment drôle de se faire reconnaître dans un magasin. Je vais taire le nom pour pas faire de la publicité, mais je suis allé ce matin acheter des morceaux puis des pièces pour ma moto. Puis il y a quelqu'un qui m'a reconnu puis il a dit « T'es-tu le gars qui fait des vidéos de 4 roues? » J'ai dit « Non, c'est mon frère. » Fait qu'il est parti à rire, il dit oui, c'est moi. Fait que je trouve ça drôle. Fait que moi, je ne fais pas ça pour être populaire, je fais ça pour avoir du fun, partager la passion. Au Québec, comme je vous dis, du contenu sur le monde de l'enduro ou des 4 roues, il n'y a pas grand-chose. Prochaine vidéo, restez à l'écoute, on va avoir une autre petite surprise. Et je vous dis à la semaine prochaine tout le monde. C'était Olivier. Bye bye. Bisous tout le monde.